Me voilà devant une page blanche et je suis incapable d'écrire quoi que ce soit, alors que j'ai tant à dire sur la vie de mon père. Pour vous situer, mon père, il était Ma'allem Eli Ben Saïd, dit Ebeo. Il est né le 5 octobre 1890 à Tlemcen. Et à l'âge de 4 ans, il a attrapé la rougeole et a perdu un œil, donc d'où sa cécité d'un œil. Il a grandi et avait des dispositions pour la musique. Mitoyen à l'appartement de ses parents, habitait le grand Ma'allem Taina, Monsieur Rouge. Mon père écoutait chanter cet homme et répétait tout en même temps que lui. Sa voisine, qui était elle-même une moulourette de cette merveilleuse musique qui s'appelait Maria Gaille, lui a offert sa première mandoline. Et tout seul, et par routine, il apprenait tout ce que Monsieur Rouge jouait. Des tsochillas, et il chantait comme Monsieur Rouge. Et il retenait exactement les paroles, et il les répétait. Mon grand-père, voyant cela, a conduit son fils chez Ma'allem Taina. Et là, il a commencé son apprentissage. Il faisait des progrès, évidemment, car il avait une mémoire prodigieuse. Il a donc commencé par la mandoline, ensuite le luth. À ce moment-là, Cheikh al-Arbi l'a pris dans son ensemble et lui a appris tout le reste, et le violon en même temps. Il a étudié pendant des années avec ses 2 maîtres de la musique arabe. Il est arrivé à l'été passé et a formé sa petite équipe. Et il est devenu très populaire. Il s'est marié à l'âge de 26 ans et a commencé à composer des chansons. Sur ma mère, évidemment. Chansons qui ont eu beaucoup de succès, car il les a d'ailleurs enregistrées sur disque. Et là, il a commencé à faire des disques vers, je suppose, 1913, 14 ou 15. Là, je ne suis pas certaine. Hein. Et je dis ça parce qu'il a composé la chanson de la guerre 14-18 qui a été enregistrée. Sa popularité n'avait pas cessé de grandir. Et pendant tout ce temps, pour apprendre davantage, il payait un homme pour lui lire tous les jours les classiques arabes, tout ce qu'il y avait dans l'actualité, tout. Il était avide d'apprendre. Et puis en plus de ça, il avait une grande facilité, car il avait une mémoire, comme je vous le disais tout à l'heure, prodigieuse. Donc ces 2 maîtres n'avaient plus rien à lui apprendre. Ma'allem Taina décède, Cheikh al-Arbi prend donc son fils Redouane avec lui, qui est d'ailleurs devenu quelqu'un de très 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 connu aussi, à qui il avait enseigné la même chose qu'à mon père. Voilà la radio Alger qui arrive, et Monsieur Arzour, directeur de radio Alger, a entendu parler de mon père, l'a fait venir à Alger et l'a fait chanter à la radio Alger. Donc voyage, Alger-Tlemcen, Alger-Tlemcen. Là, papa s'est fait connaître davantage. Et au Maroc, il s'était fait une très très grande renommée, et dans toute l'Afrique du Nord. Monsieur Arzour, voyant cela, a fait concourir papa, le voulant à côté de lui à Alger, puisque c'était devenu 2 grands copains, l'a fait concourir à Alger pour un poste à la Motribia et l'Andalousia. Il y avait les plus grands chanteurs de l'époque, c'est-à-dire Mahiddin et Abbasi et Sassi. Et je vous dis tout ça parce que ce sont les gens qui m'ont dit, parce qu'à l'époque j'étais même pas née. Et beaucoup d'autres chanteurs. Donc il a gagné ce concours, il a quitté Tlemcen pour Alger, où je suis née. Ensuite, on le réclamait à Oran. Nous voilà à Oran entre-temps. Il avait formé un orchestre à Oujda, où il parcourait tout le Maroc. Il a été le seul, avec Lili Abbasi, à faire connaître notre merveilleuse musique et nos merveilleux classiques algérois aux Marocains, qui ont beaucoup apprécié. Et en même temps, il apprenait aussi les xédats marocaines. Comme je vous le disais plus haut, il avait une très grande mémoire, et je n'ai jamais vu mon père, lorsqu'il travaillait, et lorsqu'on lui demandait une chanson, de dire non.
Il ne savait pas dire non. Donc il fallait qu'il apprenne tout pour pouvoir dire oui. Et je me rappelle très bien lorsque quelqu'un lui demandait une chanson. Vous savez, à l'époque, ça se faisait avec le rama, la khataradek, je voudrais, ma'allem, que vous me chantiez cette chanson. Donc papa bougeait la tête. Il bougeait la tête et il leur disait pas de problème, enfin en signe, puisqu'il continuait à chanter, il bougeait la tête et d'un air de dire pas de problème, je vous la chanterai après que j'aurai fini cette chanson. Et là vraiment c'était merveilleux d'entendre cette voix qu'il avait. Il avait une voix très harmonieuse et très puissante. Donc il chantait sans micro. C'était, je pense, à l'époque, le seul chanteur qui n'avait pas besoin de micro. C'est même lorsque nous allions à Radio Oran. Plus tard, Radio Oran est arrivé à Oran. Et nous, on se mettait devant les micros. Et papa, on le mettait 1 mètre en arrière. Ça m'a toujours frappé. Mon père, avec son violon derrière, à la radio, dans la salle de la radio. Et nous, avec nos micros. Donc, c'est vous dire que lorsqu'il chantait, il avait une puissance dans cette voix qui bouchait presque les micros. Donc, le micro, on lui mettait à 1 mètre. Ça, c'est simplement pour la radio, parce que normalement, pour les mariages, tout ça, ils n'avaient pas besoin de micro. Les gens, lorsqu'on allait dans les mariages, je me rappelle, les gens se mettaient sur les terrasses pour écouter mon père chanter. Et sa voix parvenait très, très, très loin. Il avait une voix de ténor, mais très harmonieuse. Il avait des variations à lui. C'est simple, les classiques ne devenaient plus des rengaines. Ça devenait comment vous dire ça? C'était plus Anana, Shtadana et Nana. Non, c'était une chanson qu'il a améliorée, excusez-moi, par sa variation de voix et de tempo en un mot, il était merveilleux. Je sais. Vous allez penser que je parle de mon père, que je ne suis pas modeste. Mais je ne peux pas être modeste. Pour parler de mon papa, je ne peux pas être modeste, car c'était vraiment quelqu'un. Et c'est ce qui m'a mis un petit peu en colère, de voir les musiciens qui restent en vie en ce moment ne pas parler de mon père. Ça m'a choqué, parce que mon père a aidé tous les musiciens. Je pourrais vous citer les noms, car ils sont encore vivants. Mais voyez-vous, je ne sais pas pourquoi ils ne vous ont jamais parlé de lui. Voilà, mon père, comme je vous le disais plus haut, a composé une 50aine de titres. Évidemment, des disques, il en a fait, avec ses propres compositions. D'ailleurs, je vais vous envoyer les quelques 78 tours qu'on avait en main. Je les ai donnés à un ami, c'est ce fameux ami qui m'a donné vos notices là, pour que je puisse vous contacter et commander des chansons, et commander des livres. Donc, je lui ai confié les quelques disques que j'avais de mon père, en 78 tours. Il les a mis sur cassette. D'ailleurs, je vais lui écrire de ce pas pour lui dire de vous envoyer une cassette avec les quelques titres qu'il a là-bas. Je pense que dans ces titres, il y a quand même trois chansons où mon père est compositeur. D'ailleurs, vous allez entendre, vous allez voir, à la fin, papa signe toujours ses chansons par son nom. Eliaou Ben Saïd. Les compositions de mon père, il y a eu d'abord la chanson de Juliette Torjman qui a été un drame en Algérie. Cette femme qui a été tuée par, cette petite jeune fille qui a été tuée par sa maman dans la cave en lui portant un coup avec le fer à repasser. Vous savez, à l'époque, il y avait ces fers en fer, là, en fonte. Et il y avait, comme Juliette était amoureuse de son beau-frère. Et vous savez que dans les familles en Algérie, ça ne se faisait pas que les beaux-frères soient amoureux de la belle-sœur, nanani, nanana. Donc, mon père a tout mis a composé cette chanson. Mais, malheureusement, les Torjman ont eu vent de cette composition et ont supplié papa de ne pas la mettre en disque, car ça leur aurait porté atteinte à leur réputation, à leur renommée. Et mon père a promis de la chanter, mais ne pas la mettre en disque. Ensuite, il a fait évidemment la chanson de Mostaganem. Ce sont les titres qui me reviennent en tête, parce qu'il y en a eu d'autres, mais je ne peux pas tous
tous les dire car je ne m'en rappelle pas. Il y a eu le silence, la chanson du silence. Il y a eu les faux amis, la chanson du mariage, chanson d'une femme jalouse. Il était très attiré par les valses. D'ailleurs, il aimait beaucoup Strauss et tout ça, et tous ces grands compositeurs de valses. Il en a composé pas mal. Par exemple, ce qui me vient en tête, Adroni fi Ashk al-Banat et Ashek. Les titres, Habiba aussi, Habiba. Et qu'est-ce qu'il a composé encore? Enfin, Argeg al-Hajib, Man Bria Ghir Hiya. Il y en a, je pourrais, si j'avais, si j'essaye de récupérer un petit peu des titres dans ma tête, mais au fur et à mesure qu'elles me viennent, j'essaierai de vous les donner. Bon, nous voilà là, on est en 1939, et mon père, sa vue commençait à baisser, et il avait besoin d'un guide. Donc, il a décidé de me prendre avec lui. J'avais 9 ans et demi, et j'ai dû apprendre la darbuka et les classiques. Évidemment, les classiques les plus faciles, comme Hibbi, Malik Nilaha wa Kahra, et des trucs comme ça, des trucs faciles, dans le Sika, dans le Mezmoum, tout ce qui était facile et pas très long à apprendre. Une enfant de 9 ans et demi qui ne parlait pas l'arabe. Je le comprenais parce que ma grand-mère ne parlait qu'arabe, elle ne savait pas parler le français, donc on comprenait tout ce qu'elle disait, mais on lui répondait en français. Là, mon père s'était fait un devoir et de ne pas me répondre en français. Lorsque je lui parlais, il bougeait la tête, il ne me répondait pas. Il fallait que je lui parle en arabe et que je lui réponde en arabe. Donc les chansons qu'il me donnait à étudier, j'avais une page, la chanson, et en face, la page qui était en face, la traduction. C'est ce qui me permettait de comprendre tout ce que je chantais. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure, j'essaierai de vous terminer cette cassette. Je vais essayer de la relire là pour voir si j'ai tout mis, tout ce qui me passe par la tête. J'espère que vous comprenez un petit peu la vie de mon père et sa mentalité, car il était très bon, très honnête. Très honnête, car je dis très honnête parce que beaucoup de musiciens ne chantaient lui, il ne chantait que la moitié des chansons. Mais lui, il fallait qu'il commence sa chanson et qu'il la termine. Et ça, c'était vraiment dans sa nature. Il était bon pourquoi? Parce que tous les musiciens qui n'avaient pas de travail, mon père les faisait travailler. Il les prenait dans son orchestre, même il n'avait pas besoin de personne, du fait qu'il formait par lui-même un orchestre. Avec son violon, il avait besoin de personne. Mais, pour sa notoriété, il était obligé d'avoir tout un grand orchestre. Et au Maroc, il était appelé tous les ans à faire à Oujda, tous les ans à faire la fête du sultan Mohammed V. C'était lui qui était autorisé à faire cette musique avec tout son orchestre d'Oujda. Donc il a formé un orchestre, comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit, ou il a formé un orchestre à Oujda qui l'accompagnait partout. Il faisait des tournées, ça a été Donc il faisait des tournées au Maroc, et il était appelé très 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 souvent à Meknès, au Puy de Jacob, presque tous les 20-30 jours il était appelé là-bas, et il parcourait le Maroc dans tous les sens. Il était d'ailleurs très 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 renommé. Et je me souviens d'une petite anecdote que je vais vous raconter. Nous étions à Casablanca avec l'orchestre, avec tout notre orchestre d'Oujda. Donc il y avait, pour essayer de vous citer un petit peu l'orchestre, d'ailleurs je vous joins une photo de tout l'ensemble de mon père d'Oujda. Je n'ai pas grand chose d'Algérie, mais d'Oujda je vous envoie une photo où je suis d'ailleurs dans l'orchestre. Et il y avait Joyeuse, on l'appelait Joyeuse, il y avait Moïse, il y avait Jeanne d'Affaires, qui encore... il y avait pas mal de Bamé, il y avait Maurice, il y avait beaucoup d'artistes
de musiciens qui avaient toute la musique de mon père en tête. Et les classiques, algérois évidemment, et tlemcenien, et donc ça formait un très bel orchestre. Je me souviens, nous étions à Casablanca, et j'étais donc chez mon cousin, puisque dans toutes les villes du Maroc, on avait un peu de famille, et mon père me laissait dans ma famille, et lorsqu'il avait besoin de travailler ou qu'on avait un mariage ou quoi, il me téléphonait en me disant telle heure, il faut que tu sois à tel endroit. Ok, mon cousin me descendait parce que j'étais une petite fille, après une petite jeune fille. Et je me rappelle de ce jour-là, c'était en semaine. Mon père téléphone chez mon cousin et me dit, tu sais, il faut que tu sois à 4 heures, nous devons commencer un travail chez Monsieur Rouge, donc le fils de Pteina. Il faut que tu sois à 2 heures pour que nous puissions étudier ensemble ce que nous devons faire chez les enfants du maître. Bon, ben moi, j'avais toujours ma bandoline prête, donc on répète dans cette chambre d'hôtel avec tout l'orchestre, et nous voilà partis à 4 heures chez ce monsieur Rouge, ce monsieur Sadi Rouge, donc le fils de Madame Teina. Nous voilà arrivés, il avait un appartement prodigieux, et je me rappelle très bien, j'étais quand même très jeune, il avait mis des matelas, il avait fait ça à l'oriental dans son salon, c'est tout, il y avait des glaces un peu de partout. Et on s'installe donc sur les matelas et mon père commence à jouer les tsochia, les débuts, comme c'était l'après-midi, alors il chantait des sbouhés, tout ça. Et voilà que tout le monde arrive, tout le monde s'installe et le maître de maison nous dit d'arrêter la musique. Donc mon père se demandait ce qui se passait et il enlève le haut de la main de Moïse et il lui dit oh, Malem, on te veut qu'à toi. On ne veut pas l'orchestre. On te veut qu'à toi. Tu vas prendre le oud et le drapké. Et de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures du matin, mon père n'a pas arrêté. Et les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, il y avait des docteurs, il y avait un commandant, je me rappelle c'était un militaire, tout ça, tous ces gens-là étaient les petits-enfants, enfants et arrière-petits-enfants de Madame Teina. Donc tous avec des livres devant eux. Il commandait des chansons à mon père. Ça, je suis sûre qu'il doit y avoir des enfants ou des arrière-petits-enfants du Madame Teina, qui doivent se souvenir de cet après-midi-là et de cette nuit. Cette nuit où nous n'avons pas ouvert la bouche. Ni les chanteurs que mon père avait dans son orchestre, ni moi, ni personne. C'était que mon père. Il n'a pas cessé. Il s'arrêtait que pour boire un thé ou du lait chaud. Et quand il s'arrêtait, il prenait son thé, et allez, c'était reparti. Et alors les enfants qui suivaient sur ce livre. Lorsque papa a terminé à 6 heures du matin, nous a amené le petit déjeuner, ils se sont tous levés, ils ont embrassé mon père et ils lui ont dit « Après mon père, c'est toi le maître ». Ça, je vous raconte ça parce que ça m'était resté gravé cette soirée où nous n'avons pas ouvert la bouche. Alors ça, c'était vraiment... Mais je suis sûre qu'il doit y avoir encore des enfants ou des arrière-petits-enfants de Madame Teina où cette anecdote peut être répétée parce que c'était quelque chose de fantastique, de sensationnel. Voilà, je pense que c'est une anecdote parmi tant d'autres. Il y en a eu tellement pendant toute l'époque que j'ai travaillé avec mon père. Il y en a eu tellement que je n'arriverai pas à vous les formuler comme celle-ci qui a gravé dans ma mémoire, qui a été gravée dans ma mémoire. Voilà, je pense avoir dit pas mal, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Vous avez à peu près tout sur la vie de mon père. Et si vous pouviez écrire quelque chose dans vos livres, j'en serais très heureuse. Car voyez-vous, je vais essayer de diffuser ici à Nice vos livres, vos éditions, El Ons, afin que le monde connaisse un petit peu tout ce qui a été fait, tout ce qui sera fait pour plus tard et pour ne pas que cette musique meure, car c'est un patrimoine que nos parents nous ont laissé. Et il faut évidemment, ça va être très 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 dur à propager tout ça, mais nous le ferons et je ferai propager vos livres avec un immense plaisir. D'ailleurs, j'en ai commandé 2, un pour maman et un pour moi.
Et je vais essayer à la rentrée, hein, parce que là les gens ne sont pas là, mes amis ne sont pas là, mais au fur et à mesure que passera le temps, j'essaierai de vous propager vos tomes des grands maîtres algériens du Chardi du Haouzi. Là je vous quitte et je vais demander à Monsieur Seba, un ami à moi, qui a fait des copies, comme je vous disais tout à l'heure, des 78 tours de mon père. Elles seront mieux faites que si moi je vous fais une copie, pas avec celle qu'il m'a donnée. Et puis j'ai tellement peur de l'esquinter que c'est quelque chose de très précieux pour moi. Mais il y a des disques de mon père. Seulement les gens qui ont eu ces disques-là, les ont laissés et les enfants ne savent pas qu'ils ont un petit trésor dans leur cave. Je pense que je serai bien reçue avec cette cassette chez vous. Je vous joins donc des photos de l'orchestre de mon père et de moi-même lorsque j'étais petite. J'ai relevé le flambeau il y a quelques années parce que, comme je vous le disais lors de notre première conversation, je ne voulais pas que cette musique se perde. Donc j'ai repris à chanter les classiques, mais je ne peux pas être comme mon père. Je suis une toute, je lui arrive à la cheville. Et j'essaie de mélanger le classique et puis des chansons un petit peu franco-orientales composées par Maurice Medjouni qui me vont très bien. Mais si un jour vous désirez avoir une copie d'une soirée que j'ai donnée, évidemment, les concerts que j'ai donnés n'ont pas été filmés. J'aurais bien voulu vous les envoyer. C'était ça que j'ai apprécié le plus, mais elles n'ont pas été filmées par aucun des spectateurs qui étaient venus m'écouter. Donc je vous joins tout ça. Je demande à Monsieur Seban de vous envoyer une copie. Et je vous remercie encore, Rachid. Et à bientôt si Dieu veut. Lorsque vous viendrez à Nice, venez nous voir. Cela nous fera plaisir de vous recevoir et de parler du bon vieux temps. Voici. Je vous salue cordialement. Jeannette et Béo, Madame Ouadana.